Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la petite FAQ. C'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Comme d'habitude, vous me connaissez, réponse en freestyle, on n'a pas préparé quoi que ce soit. On va prendre des questions comme ça, je vais essayer de prendre un maximum de questions, répondre le plus clairement possible. Merci à tous d'avoir participé déjà à la FAQ. Je ne pourrai pas prendre toutes les questions évidemment, sinon la vidéo sera trop longue, mais voilà, je vais essayer d'en prendre un maximum, comme je l'ai dit. Première question de Esteban qui dit « Manque de réalisme qui nous suit depuis le début de la saison, c'est dommage à voir contre le PSG. » Ouais, c'est un peu notre problème de toute façon depuis le début de la saison, même la saison dernière concrètement. Mais c'est vrai qu'en ce début de saison là, on a vu les stats, on a vu des choses comme ça, des infos qui disaient que, enfin les infos, des faits quoi, qui disaient que le Barça est d'une des équipes d'Europe qui crée le plus d'occasions, qui en manque le plus en tout cas. Donc vraiment un manque d'efficacité, un manque de réalisme aussi, oui, qui nous suit. C'est dommage qui nous colle comme un chewing-gum sous la chaussure. Est-ce qu'on va arriver à se débarrasser de ça? Je ne sais pas. Mais comme on l'a dit, c'est vrai qu'en Ligue des Champions, face au PSG, mais peu importe de toute façon l'équipe, mais en Ligue des Champions, il nous faut cette efficacité-là dans les deux surfaces. De toute façon, il faut être efficace défensivement, évidemment, être solide et être efficace devant et marquer, être un peu plus létal. Alors certes, tu vas pas avoir une occasion, un but à tous les matchs et marquer toutes tes occasions, ça c'est sûr, mais essayer de se rapprocher de ça, d'essayer d'être le plus efficace possible. Parce que ça ne pardonne pas. La Ligue des Champions, ça ne pardonne pas. On n'a que 2 matchs, un match aller, un match retour. Si tu te loupes, c'est fini. Tu peux dire adieu au trophée. Voilà, enfin en tout cas tu sors, tu rentres à la maison quoi, et on n'en parle plus. Donc ça va être quelque chose d'assez crucial dans ce match-là de Ligue des Champions. Il va falloir que les joueurs soient vraiment au top du top, qu'ils soient concentrés et qu'ils aient l'envie surtout. Qu'ils aient l'envie, parce que forcément si tu joues de manière un petit peu, tu vois, pas forcément nonchalante, mais si t'es un peu nonchalant, si t'as pas trop envie, si tu dis bon on va pas trop faire les efforts machin, bah tu risques de louper un petit peu plus tes occasions. C'est logique, tu sais, si tu prends pas vraiment le match au sérieux entre guillemets, tu vois. Je dis pas que les joueurs là n'ont pas pris le match au sérieux, mais je pense que le match du PSG traîne un petit peu dans la tête de certains joueurs, et il y en a qui peut-être se disent bon je vais me préserver un petit peu, tu vois, je vais pas me donner à 100%. Je pense que ça sera pas le cas contre le PSG, tu vois. Je pense que vraiment contre le PSG, Ligue des Champions, qu'on réussisse ou pas le match, je pense que les joueurs vont vraiment avoir cette envie de gagner le match. C'est la Ligue des Champions, voilà, c'est un truc au-dessus. Je pense que la Liga, il y en a certains qui se disent que c'est déjà mort, tu vois, mais la Ligue des Champions, rien n'est joué. Tant que t'es pas sorti, tu vois, ça marche pas comme le championnat. Ensuite, on a Jaurès qui dit que penses-tu du niveau de Koundé? Je pense que le niveau de Koundé est excellent. Il a retrouvé son petit niveau de début de saison, c'est magnifique. En début de saison, il avait joué dans l'axe, on l'avait déjà dit. Il y avait Cancelo à droite. Ensuite, Baldé, voilà, s'est blessé. Cancelo est passé définitivement à gauche, même avant que Baldé se blesse, Cancelo avait commencé un petit peu à passer à gauche parce que Baldé c'était compliqué. On avait déjà fait des tests avec Cancelo à gauche. Et au final, Koundé, voilà, on sait qu'il a pas envie de jouer spécialement à droite. On sait qu'il préférerait jouer dans l'axe, mais de ce qu'on voit, eh bien, il est excellent à droite. Il est excellent. C'est vraiment un football. Moi, je trouve c'est enfin un football, un poste vraiment qui correspond à son football. Je trouve qu'il a les qualités pour jouer à ce poste-là de latéral, on va dire à peu près un peu hybride, une sorte de troisième central, mais qui est un petit peu plus offensif que les autres. Je pense que ça lui convient plutôt pas mal. Et on l'a vu, je crois, pendant la pré-saison, je m'en souviens plus exactement, mais il me semble que c'est dans la pré-saison ou avant de reprendre en tout cas les entraînements avec le Barça, on a vu des infos qui disaient que Koundé, même si au final on a les infos comme quoi il veut plus jouer latéral, on avait l'info qui disait que Koundé s'entraînait à déborder et à faire des centres comme un latéral. Donc après c'est des trucs de réseau, on sait pas trop, si ça se trouve c'est pas vrai, j'en sais rien, il y a beaucoup de fake, mais je trouve vraiment que ce rôle-là, ce poste-là lui convient plutôt pas mal. On l'a déjà vu dans une défense à 3, même à Séville, il jouait dans une défense à 3. Là, pour moi, il joue pas forcément latéral. Il joue latéral en phase défensive, on le sait, parce que quand on défend à 4 derrière, avec Cancelo qui redescend, voilà, on défend généralement en 4-4-2. Mais quand on a le ballon, c'est-à-dire la plupart du temps dans le match, eh bien il joue ce rôle de défenseur, mais qui se projette un petit peu vers l'avant, et je sais pas.
Je sais pas si ça lui convient, s'il est content dans ce rôle-là, mais je trouve que ce rôle-là, pour moi, il lui sied à merveille, tout simplement. Ensuite, question de Gauthier qui dit grosse domination, mais peu de buts. Es-tu serein en vue du PSG? PS, continue comme ça. Merci frérot, ça fait plaisir. Grosse domination, ouais, on a vraiment dominé le match. Après, il y a eu le carton rouge aussi qui a fait que le Barça a encore plus dominé dans le match, évidemment. Peu de buts, oui, ça c'est clair. On a vraiment loupé quand même pas mal d'occasions. On aurait dû rentrer déjà à la mi-temps avec un score plutôt favorable, plutôt tranquille, enfin confortable on va dire pour nous. Mais bon, ça n'a pas été le cas, on a gagné 15-0, on est quand même, c'est pas qu'on n'était pas loin de faire match nul, mais quand même on n'a pas été très serein en fin de match. Moi perso, j'étais un peu en pression, genre attention quand même à pas se prendre un vieux but sur un corner, sur un coup franc, sur une contre-attaque ou un truc un peu à l'arrache, tu vois, mais ça aurait été possible. C'est dommage de pas arriver comme ça à tuer les matchs, dans les matchs comme ça, se les rendre beaucoup plus facile, tu vois, se simplifier les choses et tuer le match en première mi-temps, tu vois. Carton rouge, tu rentres à la mi-temps au vestiaire. Carton rouge, tu joues à 11 contre 10 et tu gagnes 2-0. T'es serein, tu vois. Tu peux dérouler ton match tranquillement. Tu sais qu'en face, s'ils veulent aller chercher un résultat, ils vont devoir sortir. Et vu qu'ils sont un de moins, ça va être encore plus dangereux pour eux. On pourra encore plus peut-être marquer, tu vois. Donc vraiment, faciliter les choses. Mais ce Barça-là, parfois a du mal à tuer les matchs. C'est comme ça. Est-ce que je suis serein face au PSG? Non. De toute façon, ça n'a rien à voir. Et puis, du côté positif et côté négatif. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire comment être serein face au PSG quand on arrive à gagner 15-0 face à Las Palmas. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout les mêmes matchs. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est le contexte. Toujours, évidemment, les matchs comme ça, retour de trêve déjà. On le sait très bien, les retours de trêve, généralement c'est assez compliqué, on n'est pas dans la meilleure forme qui soit. On avait fait quelques petites rotations, bon, c'était pas grand chose en soi, il n'y avait pas Ronald derrière, il n'y avait pas Christensen, pour le reste ça reste l'équipe à peu près type. Mais on a des joueurs qui sont de retour de trêve, qui sont pas forcément, regardez Lamine Yamal, je l'ai trouvé un petit peu fatigué, je l'ai pas trouvé au top du top en fait. Et puis ça reste un match voilà, de championnat, Las Palmas, on a dominé, on était à domicile. Il n'y avait pas, je pense, il n'y avait pas cette motivation énorme des joueurs pour aller vraiment chercher le 2-3-0, tu vois. Je pense qu'ils se sont dit, il y a 1-0, on va gérer un peu le match. Je pense pas que les joueurs avaient envie de trop se fatiguer en soi, tu vois. Ils ont fait un peu les efforts, forcément. Il y en a certains qui font plus d'efforts que d'autres, peut-être, mais peu importe. Mais ils ont fait les efforts, mais juste ce qu'il faut pour gagner le match, et puis c'est tout, je pense. Donc il n'y a pas vraiment à s'inquiéter de ça, mais ça veut pas dire non plus que le PSG ça va être simple, on sait très bien que non. Ça va être, moi je l'avais dit pour le tirage du PSG, j'avais dit que c'était plus ou moins du 50-50, il y en a qui pensent que le Barça est favori, il y en a qui pensent que le PSG est favori. Moi je trouve que c'est moite-moite, c'est du 50-50, je vois pas vraiment de favori. Évidemment quand on voit Mbappé en face, PSG on se dit qu'à tout moment il peut y avoir danger, même Dembélé apporte beaucoup de danger dans cette équipe du PSG, mais je trouve que le Barça joue plutôt bien, que le PSG, voilà, je sais pas, franchement, c'est plutôt équilibré, je pense. Après, ça ne veut rien dire. Moi, je pense que c'est équilibré. Ça se trouve, on va se faire éclater au match aller. Je sais pas, ils vont peut-être gagner 4-0 au match aller. On va gagner 6-1 au retour, je ne sais pas. On peut pas vraiment savoir, c'est la Ligue des Champions quoi. Ensuite on a William qui dit on peut dire ce qu'on veut de Rafinha, mais lui il mouille vraiment le maillot quand il joue. Après il a plu, hein. Il pleuvait pendant le match, donc même moi j'avais la veste mouillée, tu vois. Ça veut pas dire que j'ai mouillé le maillot, je plaisante. Oui, Rafinha il mouille le maillot, on peut dire ce qu'on veut, c'est ça. Il y en a qui, comme je l'ai dit dans mon débrief un petit peu, mais je pense qu'on a cette mauvaise vision, même peut-être moi. Hein. Évidemment quand Rafinha est arrivé la saison dernière, personnellement je connaissais pas plus que ça le joueur quoi. Je regardais pas spécialement Leeds, j'avais vu des images, des comptes, des trucs comme ça, des résumés de matchs où tu vois un peu ce que Rafinha peut faire. Tu le vois en première ligue, tu te dis ouais ça va, c'est pas mal, tu vois, il peut faire du bon taf et puis après il arrive au Barça, il joue pas du tout pareil. Donc on est déçu, mais je pense qu'on a tous été trompés par l'intitulé du poste. C'est-à-dire que Rafinha pour moi quand on le voit arriver, un ailier brésilien, on se dit forcément ça va être un ailier qui Elliott, tu vois, un ailier qui dribble, joga bonito, flip-flap, passement de jambes. Je sais pas, on s'attend à du Ronaldinho, tu vois. Et au final, on se rend compte que c'est pas du tout son profil, concrètement. Donc il y en a toujours, même dans les commentaires, qui me disent ah, n'importe quoi, Rafinha devrait. Ok, j'ai pas dit que Rafinha avait le niveau pour jouer au Barça, mais quand on voit le Barça actuel, je pense que Rafinha a le niveau pour jouer dans ce Barça, visiblement. Mais c'est sûr que quand on compare le Barça si on compare le Barça
Barça quand il y avait Messi, Neymar, Suarez en attaque, évidemment que Rafinha n'aurait pas été titulaire. Je pense que là, juste là, je pense que tout le monde est d'accord. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'on a été trompé par tout ça. Je pense pas que le profil de Rafinha soit celui-ci. Je ne pense pas que le profil de Rafinha soit un ailier dribbleur qui doit rester sur un côté. C'est ce qu'on voit de toute façon. On voit depuis qu'il joue à l'intérieur. Alors, comme je l'ai montré dans l'analyse d'hier, il y a des qualités, il y a des défauts pour jouer à ce poste-là. Mais dans l'ensemble, c'est un joueur qui peut faire peut-être plus de bien à ce Barça-là en jouant à l'intérieur du jeu. Un joueur qui n'a pas besoin de... qui n'a pas les qualités pour être sur un côté, jouer les 1 contre 1. Concrètement, c'est... Voilà, il y en a qui disent « Ouais, mais il sert à rien s'il joue pas les 1 contre 1 ». Faut arrêter. Si je te dis, frérot, qu'il est pas fait pour jouer en 1 contre 1 sur l'aile, pourquoi tu me dis il est peut-être mieux pour jouer au milieu, tu vois. C'est tout. C'est comme Xavi au début, quand il a commencé, il jouait pivot. Et finalement, il était peut-être mieux en milieu intérieur, non? Et pourtant, il a été formé comme pivot pour être le nouveau Guardiola. Ah bah non, c'était pas le nouveau Guardiola, c'était le Xavi, la Xavinetta. Donc Rafinha, ailier, ben il est pas forcément très bon là-dedans. Autant l'utiliser là où il est le mieux, c'est tout ce que j'ai envie de dire. De toute façon, il n'y a pas besoin de se borner à dire ah non, Rafinha il est ailier, faut qu'il joue sur l'aile. On s'en fout, s'il est pas bon ailier, il joue pas sur l'aile et puis c'est tout. Si il est bon en milieu intérieur, par exemple à gauche, prenons le poste qu'il a là, ailier gauche inversé, c'est-à-dire que en phase défensive, il joue sur l'aile et en phase offensive, il rentre à l'intérieur du jeu, un peu comme Félix d'ailleurs, sans avoir le même profil évidemment. Et donc Rafinha il rentre dans l'axe et c'est à Cancelo qui est plus qualifié dans ces domaines de 1 contre 1, de dribble, tout ça, pour déborder, pour faire des différences à lui tout seul par le dribble. Cancelo il peut le faire sur l'aile. Donc Cancelo il va sur le côté, lui il prend le couloir, il fait les dribbles, il fait les différences. En appui il a Rafinha qui est là, ou qui peut faire des appels, Rafinha, et les deux ça fonctionne plutôt pas mal. Ce n'est pas parfait, parce qu'il y a encore des choses à travailler, des automatismes à avoir dans les appels. On sait que Rafinha il fait beaucoup d'appels, beaucoup de faux appels aussi. Donc il faut suivre aussi, il faut que les automatismes soient là pour que les joueurs se comprennent parfaitement et que ça soit mieux pour l'équipe. Mais il y a quelque chose à travailler là-dedans. Et puis après, voilà, la saison prochaine, on verra. On verra, mais je ne dis pas que Rafinha est le meilleur joueur de l'équipe ou quoi. Mais quand même, il y a du bon dans tout ça, je trouve. Et comme tu le dis, William, Rafinha, il mouille le maillot, ça c'est sûr. Ensuite, on a Amine qui dit Félix 80 millions. Moi, je pense que Félix vaut à peu près 250 millions. Si le Barça peut mettre 250 millions dessus, il faut vraiment le mettre, les gars. Vraiment. Ensuite, on va rester sur Félix. Hein. On a Artissa Barkina qui dit pour moi, Félix, l'homme du match. Tu penses quoi? Je pense pas, moi. Je pense que Rafinha est l'homme du match, logiquement. Rafinha a mis un but qui aurait dû être valable en début de match. Comme je l'ai dit dans l'analyse ou dans le débrief, je sais plus, mais il aurait dû mettre un match début de match. Il aurait dû mettre un but valable enfin, il a mis un but valable début de match, a été annulé. C'est lui qui provoque le carton rouge sur le gardien de but. C'est lui qui marque à la fin. Voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment à chercher plus loin. Rafinha est l'homme du match. Félix a fait une bonne rentrée. Et je pense que Félix doit rester dans ce rôle-là de super sub. Il y en a qui vont me dire encore une fois, qui vont venir pleurer sur Félix. Prenez des mouchoirs, les amis, parce que ça va être habituel comme ça. Hein. Mais moi, je n'ai rien contre Félix. Hein. Encore une fois, c'est comme ça. J'ai critiqué Félix quand il fallait le critiquer. J'ai critiqué Rafinha quand il fallait le critiquer. J'ai critiqué Lewandowski quand il fallait le critiquer. Voilà, ainsi de suite. En fait, tous les joueurs. Il y a des fans qui ne comprennent pas. De toute façon, je l'ai déjà dit, hein, là, les fans vraiment les fans aveugles de certains joueurs, c'est la pire chose qui puisse exister dans le football. Quand tu supportes une équipe, quoi, quand tu parles d'un club comme le Barça, il y en a qui vont venir pleurer pour leurs joueurs, alors que je m'en fous de leurs joueurs. Je veux dire, moi, je l'ai déjà dit, j'aime tous les joueurs du Barça. Il y a pas un seul joueur que j'aime pas. Même Marcos Alonso, frérot. Si je le croise, je lui tape la bise et on ira boire un café ensemble. Mais je n'ai rien contre les joueurs, voilà. Il y en a, comme Marcos Alonso, tu vois, je n'ai pas de haine envers lui, même s'il part du club, ce sera avec grand plaisir. Mais sinon, tant qu'ils sont au club, les joueurs, je les soutiens, mais je les critique quand il faut les critiquer. Donc pour moi, Félix, il doit être en super sub. Il apporte, dans un premier temps en tout cas, parce qu'on le sait, on l'a vu en début de saison, il est arrivé, il a été titulaire indiscutable. Ça a marché au début. Ensuite, petit à petit, ça s'est éteint et il a commencé à plus vraiment être décisif, à plus être forcément au niveau
niveau de ce qu'il était en début de saison quand il est arrivé. Et après, il est allé sur le banc, puis après, il a joué de temps en temps. Et on a l'impression que là où il était le meilleur, c'était contre l'Atlético Madrid. Est-ce que c'est un hasard ou pas? Je ne pense pas. Ça prouve certaines choses déjà, mais je pense qu'en attendant vraiment que Félix arrive à trouver un niveau régulier, ça serait pas une mauvaise idée de l'utiliser comme ça. Quand il rentre et qu'il est aussi sérieux que contre Las Palmas, parce que je trouve que sa rentrée elle est plutôt bonne. Il fait le taf. Il est très actif, il demande la balle, il conserve la balle quand il faut la conserver, il dribble quand il faut dribbler, il combine avec Cancelo, ça fait un petit peu le spectacle aussi, c'est bien pour le football, pour un peu le faire plaisir aux supporters. Et puis il est décisif. Il rentre, il fait une passe magnifique. J'accepte totalement cette situation-là, j'adore. Merci Félix. Mais s'il jouait comme ça pendant tout le match et s'il était aussi sérieux à tous les matchs, moi je le dirais Félix titulaire, tu vois. Mais vu que c'est pas le cas, pour moi dans un premier temps il doit être remplaçant. Ensuite on a Jojo qui dit inquiet pour le temps de jeu de Rocher. Non, moi je suis inquiet pour le temps de jeu de Roméo. Je vous avoue. Non, au début j'avais lu Roméo en fait, c'est pour ça que je dis ça. Ça me faisait... J'allais dire quoi? Inquiet pour le temps de Rocher? Non, pas vraiment. Le temps de jeu de Rocher, je suis pas inquiet plus que ça. Voilà, de base, quand il est arrivé, les choses ont été très claires d'entrée en fait. Je pense qu'on a tendance un petit peu à l'oublier parce qu'après on a envie forcément de voir le joueur aussi. Le joueur est arrivé là et l'objectif pour le joueur... Enfin, les objectifs fixés par le staff et tout ça, c'est juste que Rocher il s'intègre. Voilà, il n'y a pas d'attente autour de lui, de la date où il est arrivé jusqu'à la fin de saison, il n'y a aucune attente sur Rocher. Le but là, l'objectif c'est vraiment qu'il s'intègre au mieux et qu'il soit performant, qu'il commence à vraiment être plus important pour l'équipe la saison prochaine. Ça veut pas dire, comme je l'ai déjà dit, j'en ai déjà parlé, ça veut pas dire que il faut pas qu'il joue 2 minutes et c'est magnifique s'il joue 2 minutes dans le match. Je ne dis pas ça. De temps en temps, j'aimerais bien le voir titulaire dans certains matchs. Et je pense que le match entre les deux matchs du PSG, je pense que Xavi va faire tourner contre Cadiz, quitte pas à balancer le match, mais je pense que le plus important ça sera le PSG et je pense qu'il va entre les deux matchs on a quand même le PSG. 3 jours après on a 2 jours de repos et on a Cadiz et ensuite on a 2 jours de repos et je crois et on a le PSG. Donc ça fait quand même c'est quand même limite je trouve. Donc je pense que Xavi il va faire tourner contre Cadiz et je pense qu'on verra Rocher ou des mecs comme Roméo, Rocher, peut-être même Marcos Alonso, j'en sais rien, tu vois, des mecs qui jouent pas souvent. Je pense que ça va jouer, ça va faire tourner. Même Casado, peut-être, il aura du temps de jeu contre Cadiz. Mais je suis pas vraiment inquiet pour Rocher. Pour l'instant, pour moi, là, il faut qu'il s'adapte, il faut qu'il s'intègre, tout ça. Il n'y a pas de souci. Il est encore jeune, il arrive du Brésil. Pour moi, il n'y a pas vraiment un problème Rocher. Les supporters en font des caisses parce que forcément, ils attendaient Rocher. C'est la hype du jeune joueur, du jeune Brésilien qui arrive, machin. Je le comprends très bien. Moi aussi, j'ai été hypé. Quand il est arrivé, Rocher, je me suis dit, j'ai hâte de le voir jouer. Tu vois, forcément, c'est un nouveau joueur, c'est une pépite du football brésilien, machin. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais faut pas être trop pressé non plus. Voilà, c'est comme avec Mikayil Faye, faut pas être trop pressé. Il fait du bon travail avec l'équipe B, Mikayil Faye. Quand il sera prêt pour être dans la rotation de l'équipe première, on le verra et je suis persuadé qu'il fera du bon boulot. Mais faut pas être trop pressé pour certains jeunes comme ça. Ensuite, on a Ayoub qui me dit si on te donne le choix de vendre Rafinha ou Ferran Torres. Enfin, en gros, qui choisit entre les deux pour le vendre. Moi, je vends celui qui nous rapporte le plus d'argent. Donc, logiquement, ça serait Rafinha. Mais bon, moi, je le fais uniquement en termes d'argent. Perso, Ferran Torres, je trouve pas qu'il soit si mauvais que ça cette saison. Là il s'est blessé, c'est dommage, mais il a fait un début de saison plutôt bon. Voilà, Rafinha là il revient bien à un poste différent. Peut-être qu'on a trouvé le poste qu'il fallait aussi à Rafinha pour qu'il s'exprime le mieux. On verra cette fin de saison. Mais si on doit vendre quelqu'un, pour moi c'est celui qui nous rapporte le plus de thunes pour le mercato, logiquement. Ensuite on a Moltar qui dit associer Pedri et De Jong nous rend plus fébrile défensivement, tu ne trouves pas? Non, je trouve pas, non. Je comprends pas trop le problème avec Pedri, avec De Jong, depuis qu'ils sont blessés et que le Barça joue bien en ce moment, sans eux quoi. On a ces petits trucs là, ces petites avis comme ça qui sortent d'un coup. Ouais, Pedri finalement, autant le vendre. Pourquoi vendre le meilleur joueur de ton équipe? C'est pas possible. Le joueur le plus talentueux. Enfin, derrière Gundogan, bien sûr. Mais non, ça, je ne comprends pas. Et je pense qu'on oublie trop l'apport de Frenkie, l'apport de Pedri dans cette équipe. Maintenant, voilà, le Barça s'en sort bien sans eux. Je pense que faut le prendre plus comme une bonne nouvelle qu'une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on a suffisamment vu la saison dernière un Barça qui galère dès qu'il n'y a plus Pedri, dès qu'il n'y a plus Frenkie, dès qu'il manque un joueur au milieu. Et surtout quand il n'y avait pas Pedri la saison dernière. On galérait de fou
D'un coup, il n'y avait plus de jeu, on avait l'impression. Et là, c'est pas le cas cette saison. Le Barça continue à jouer plutôt bien. On a réussi à battre plutôt dans un beau match, je trouve, l'Atlético Madrid. On a battu Naples. Alors qu'on n'avait pas Frenkie et Pedri, qui sont parmi nos deux meilleurs milieux de terrain. Et très important aussi. Frenkie a un rôle très important dans l'équipe. Et Pedri aussi, même si Pedri, c'est moins grave parce que Gundogan, pour moi, a plus le profil d'un Pedri. Mais c'est ça aussi qui a changé par rapport à la saison dernière. C'est que cette saison, on a Gundogan. Et Gundogan, les gars, il est tellement sous-coté. Moi ça me fait rire tellement il est sous-coté. Je l'avais dit en début de saison, quand on a démarré la saison, il y en a qui disaient Gundogan, ouais, il est pas si bon que ça. Vous vous rendez pas compte en fait, je crois. Gundogan, il est monumental. Il est monumental cette année. Dans l'importance, il a jamais été aussi important dans une équipe. Peut-être qu'à City, il était très important aussi. On le voit, City qui joue moins bien depuis qu'il n'y a plus Gundogan. Mais City, ils ont quand même toujours des gros joueurs autour. Donc ils peuvent se permettre quand même de rester la meilleure équipe d'Europe, même sans Gundogan, tu vois. Et le Barça a tellement gagné en qualité dans le jeu, en intelligence, en maîtrise de balle avec Gundogan. C'est fou, c'est fou. Il y en a qui vont me dire non, tu dis n'importe quoi. Si vous voulez. Moi, au fond de moi, je sais que j'ai raison. C'est le principal. Ensuite, on a Kousman qui dit franchement, moi je dis Sergi 2026. Il est utile cette saison et vu son salaire, il n'y a pas mieux. Oui, moi j'ai jamais eu de problème avec Roberto, mis à part son talent qui manque un petit peu par moment. Mais non, le truc avec Roberto, c'est qu'il a un bas salaire et qu'il a un rôle peu important dans l'équipe. Donc en soi, c'est pas si grave de le garder. Et il y en a qui font toute une histoire avec Sergio Roberto, comme si, en fait, peut-être qu'ils projettent tous leurs problèmes, soit de leur vie perso, soit tous les problèmes du Barça, ils le projettent sur Sergio Roberto, comme si c'était la faute à Sergio Roberto si le Barça ne gagnait plus la Ligue des Champions, tu vois, genre n'importe quoi, alors que le gars il joue jamais. Mais il n'y a pas de problème Sergio Roberto. En soi, il peut pas y avoir de problème Sergio Roberto quand le gars, il fait son taf en fait. Dans le vestiaire, il est le capitaine, il soutient les joueurs, il agit toujours comme un bon capitaine. Donc à ce moment-là, il y a zéro problème déjà. Quand il est sur le terrain, là, au final, il joue au milieu. On l'a souvent vu ces dernières saisons jouer latéral et c'est vrai que même en début de saison, latéral, il s'était fait ouvrir contre Villarreal, je me rappelle. Mais là, dans ce rôle de double pivot de milieu, il a l'air d'être plutôt à l'aise, il fait son taf. Que dire de plus? Un mec qui dit rien, il est premier capitaine du club, il est sur le banc, il va avoir le sourire. Il va quand même soutenir ses coéquipiers, tout ça. Un mec qui peut dépanner en latéral, qui peut dépanner un peu partout dans l'équipe. Voilà. Un mec qui a le salaire le plus petit du club, limite, mis à part les jeunes, mais qui a un très bas salaire. C'est quoi le problème avec Sergio Roberto? Comme je le dis, les supporters qui ont un problème avec Sergio Roberto, c'est qu'ils projettent tous les problèmes du club sur Sergio Roberto. Mais faut arrêter de faire ça. Faut arrêter de faire ça. Faut juste voir la vérité en face. Roberto, dans un petit rôle, il convient très bien. Et il n'y a pas de problème à ce qu'il reste. Et moi, je l'ai dit en début de saison, quand j'ai vu Sergio Roberto premier capitaine, ça m'a fait rire parce que d'un côté, je me suis dit, le mec, il ne jouera jamais. Enfin, en tout cas, il sera jamais quasiment titulaire. Et pourtant, il est premier capitaine. Donc ça, je trouvais ça marrant, la situation. Je préférais en rigoler aussi. Il n'y a pas besoin de pleurer pour tout ça. Et ça me dérangeait pas en soi qu'il soit premier capitaine. C'est quoi le problème? Moi, j'ai aucun problème avec Roberto. Il a l'air sympa, ce gars-là. El Grande Roberto, quoi. Laissez le GOAT en paix. On finit avec la question de Gloire qui dit un Roberto dans cette forme peut-il être titulaire contre le PSG derrière Gundo et Frenkie? Ça dépend. Il y en a plein qui pensent que Roberto doit être titulaire dans un rôle de pivot à la place de Christensen. Parce que Roberto, il est mieux que Christensen pour sortir les ballons dans le jeu, tout ça. Dans le jeu avec le ballon. Alors, certes, Roberto est plus à l'aise, c'est un milieu de terrain, que Christensen, qui est un défenseur au milieu, ça c'est sûr. Ok. Mais Roberto, quand il joue là, en double pivot avec Gundogan, il n'a pas le rôle de pivot. Il a le rôle de Frenkie, box to box. De venir en soutien, sortir les ballons, jouer simple. Voilà, il a un rôle de tourner autour du pivot aussi pour l'aider défensivement, parce que Gundogan en plus en tant que pivot défensif, on va dire que c'est quand même assez mauvais, enfin c'est pas sa spécialité. Donc vraiment il a un rôle qui ressemble à celui de Frenkie. Donc si Roberto devait être titulaire, on sait qu'il fait très peur au PSG. On se rappelle pourquoi. Si Roberto devait être titulaire contre le PSG, pour moi, ce serait si Frenkie n'est pas apte à être titulaire. Et ce serait à côté de Christensen. Gundogan, on le sait très bien, il est monumental, ça c'est un fait, mais il est surtout très bon plus haut, pas en pivot. En pivot, il est bon et tout, parce que voilà, c'est Gundogan. Mais Gundogan, il est meilleur quand il est plus haut, quand il joue milieu intérieur dans le demi-espace droit.
plus haut, proche de Lewandowski, entre Lewandowski et Lamine Yamal. Déjà, Christensen, à ce qui paraît, il sera apte contre le PSG. Donc Christensen en 6, titulaire, indiscutable. Voilà, pour protéger cette défense. On va avoir besoin de joueurs à qualité défensive aussi contre le PSG. Faut pas sous-estimer ça. Surtout que Christensen a tendance à moins dézonner que certains comme Gundogan, comme Roberto, tout ça. Christensen, il reste un peu plus figé au milieu, un peu plus défensif, tu vois. Il va pas partir dans tous les sens, il va être vraiment là pour protéger cette défense-là constamment. C'est toujours intéressant contre le PSG quand on sait la qualité en transition. Donc voilà, donc Christensen titulaire en 6, voilà. Maintenant, à savoir si, à côté de lui, eh bien, on met Sergi Roberto ou Frenkie de Jong. Pour moi, la question se pose pas pour Gundogan, il doit jouer plus haut. La question se pose pas pour Christensen. Le seul doute que j'ai, c'est à savoir si Frenkie est prêt ou pas à être titulaire. S'il est prêt à être titulaire, Frenkie, eh bien, il sera à côté de Christensen. Si c'est trop tôt et si on veut pas rester, Roberto est dans un bon moment, pourquoi pas, Roberto à côté de Christensen et Gundogan donc plus haut. Rafinha dans le demi-espace. J'ai déjà le 11 les gars, moi dans ma tête le 11 est déjà fait. Koundé, Ronald, Koubarsi, Cancelo, Christensen, Roberto ou Frenkie, ça dépend. Gundogan, Lamine, Lewandowski, Rafinha. C'est tout, je peux déjà donner mon 11, voilà, c'est ça. Il est fait, il est dans ma tête, on est prêt déjà. On attend ce match de pied ferme. J'ai hâte de voir ce match-là, mais bon, on aura le temps d'en parler dans la semaine. Je vous laisse ici les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle, d'ici là portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.